Imaginez-vous vous réveiller dans un monde où tout semble identique, mais où quelque chose a changé à jamais. Le silence pèse dans l'air, dense, inconfortable, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Vous appuyez sur l'interrupteur et rien ne se passe. Vous tournez le robinet et vous n'entendez que l'écho sec de la tuyauterie vide. Votre téléphone portable, mort. Le Wi-Fi a disparu. Il n'y a pas de sirène. Il n'y a pas de nouvelles. Juste un bruit subtil de vent et la sensation que le système s'est éteint. C'est le son de l'effondrement. Et il ne vient pas en criant. Il se cache dans les détails. Dans l'ampoule qui ne s'allume pas. Dans l'eau qui ne coule pas. Dans le visage de votre femme qui essaie de réchauffer de la nourriture avec du gel hydroalcoolique. Dans l'expression de votre fils qui demande s'il y a école aujourd'hui ou s'il existe encore une école. Quand l'effondrement arrive, il ne frappe pas à la porte. Il entre par les coins de la maison. Silencieux, irréversible. Alors que beaucoup se préparent à courir, montent des sacs de fuite, des cartes de forêt, des itinéraires alternatifs, des millions n'auront pas cette chance, que ce soit à cause de l'âge, des jeunes enfants, des problèmes de santé ou simplement parce qu'il est déjà trop tard pour fuir. Ils resteront. Et ils devront transformer leur propre foyer en forteresse de survie. Mais ce que personne ne vous a dit, c'est le prix à payer. La maison confortable où vous vivez n'a pas été conçue pour survivre sans le monde extérieur. Elle dépend de fils invisibles, de tuyauteries silencieuses, de livraisons qui arrivent sans être remarquées. Quand tout cela disparaît, votre maison devient un trou noir de dépendance, une prison de béton qui consomme plus qu'elle ne donne. Vous ne vous préparez pas à une semaine sans électricité. Vous vous préparez à des mois, peut-être des années, d'obscurité stratégique, de faim émotionnelle, de tensions constantes et de décisions impossibles. Et cette préparation ne commence pas en stockant des conserves. Elle commence en regardant dans les yeux de votre famille et en vous demandant « Est-ce que je peux les maintenir en vie quand tout échouera ?» Le bug-in, la décision de rester, de résister, de s'adapter, semble plus confortable, plus sûr. Mais c'est le contraire. C'est choisir le champ de bataille le plus intime et le plus dangereux, votre propre maison. C'est comprendre que la survie ne dépend pas de la force, mais du système. Un système que vous allez devoir construire à partir de zéro, pendant que le monde extérieur s'effondre. Et il ne sert à rien d'espérer que le gouvernement vous sauve, ou que les voisins vous aident. Quand la pénurie s'installera, la solidarité deviendra un souvenir, et ce qui restera, c'est chaque famille pour soi. Chaque maison se transformant en île, chaque fenêtre, un point d'entrée, chaque bruit, une menace possible. Et la question la plus douloureuse, comment protéger ceux que vous aimez, si vous-même ne vous êtes pas préparé? Maintenant, imaginez un père, seul, essayant de remonter un seau d'eau boueuse d'un puits improvisé, avec les bras tremblants de fatigue, et sa fille à côté tenant une casserole vide. Cet homme ne s'est pas trompé aujourd'hui, il s'est trompé hier, quand il a cru que ça n'arriverait jamais. Vous avez encore le temps, mais le temps devient aussi rare qu'une allumette sèche par une nuit de tempête. L'effondrement n'arrive jamais d'un coup. Il s'infiltre comme l'humidité dans un vieux mur, invisible au début mais corrosif jusqu'à l'os. Et ceux qui sont attentifs peuvent déjà voir les fissures s'ouvrir dans le béton des nations. Ces dernières années, l'idée d'une panne totale était considérée comme de l'hystérie d'extrémistes. Mais ensuite sont venues les tempêtes au Texas, l'effondrement électrique à Porto Rico, la pandémie mondiale, la guerre en Ukraine, l'hyperinflation en Argentine. La réalité, auparavant confinée aux documentaires et aux zones de conflit, a envahi le quotidien de l'homme ordinaire. Le monde, de plus en plus interdépendant, est devenu un réseau de dominos instables. Un mouvement dans un coin fait tout tomber. Et si vous pensez que la faille sera visible, bombe, char ou manchette criarde, vous vous trompez. Le premier ennemi est le silence du système. Un disjoncteur qui se déclenche sans avertissement. Une application bancaire qui ne s'ouvre pas. Un camion qui n'arrive pas. C'est ainsi que ça commence, avec des absences. Et seulement après, avec des cris. La plupart croient que la solution est de fuir. Des voitures remplies de sacs de survie, des familles traversant des forêts denses, des routes bouchées par le désespoir. Mais le problème est simple. Le chaos se propage plus vite que vous. Et quand la panique ferme les chemins,
Il ne reste qu'un territoire à défendre, votre propre sol. Sauf que transformer votre maison en un poste avancé de survie, c'est comme opérer un hôpital, sans lumière, sans équipe et sans marge d'erreur. Et cela nous amène au premier symbole de l'effondrement domestique. L'eau. La première clé qui disparaît quand le monde se tait, c'est le flux de l'eau. Sans elle, tout s'effondre. L'hygiène, la nourriture, la santé mentale. Un adulte a besoin d'environ 3 gallons par jour, juste pour survivre avec le minimum de dignité. Un tambour bleu de 55 gallons, seulement 18 jours pour une personne. Une famille de 4, 7 tambours par mois. Et cela, sans laver les blessures, sans fièvre, sans infection. C'est là que beaucoup tombent dans l'illusion du stockage statique. Mais la survie ne s'empile pas dans des barils. Elle se construit comme un ingénieur invisible qui conçoit l'impossible. Chaque gouttière de la maison devient un bras hydraulique, canalisant la pluie vers des réservoirs cachés. Des filtres en cascade, comme des arbres mécaniques, purifient l'eau sans exiger de force humaine. Chaque goutte filtrée économise de l'énergie et maintient votre santé mentale intacte. Mais le problème ne s'arrête pas à la collecte. Il s'aggrave dans la maintenance. L'eau stagnante est un terrain fertile pour les maladies, pour les larves, pour l'effondrement. Le cycle ne se termine jamais. Transporter, filtrer, faire bouillir, stocker. L'eau est un poids. L'eau exige du temps. L'eau est la vie et la mort, si elle est négligée. Et quand l'eau est enfin sous contrôle, apparaît le deuxième fantôme, la faim. Le prochain piège du Begin est silencieux, lent, mais dévastateur. Il ne rugit pas comme une explosion. Il chuchote dans l'estomac, dans l'esprit, dans la morale. Vous pouvez même empiler des sacs de riz et des boîtes de haricots. Mais après 2 mois à manger les mêmes calories vides, le cerveau craque. La famille tombe malade. L'âme pourrit. À Sarajevo, pendant le siège de près de 4 ans, les aliments étaient échangés comme des armes. Une boîte de conserve de viande devenait plus précieuse qu'une arme sans munitions. La répétition de la nourriture, l'absence de texture, la perte du goût, transformaient les hommes en fantômes avant même que la faim réelle n'arrive. C'est pourquoi la véritable préparation alimentaire est symbiotique. Elle vit et respire à l'intérieur de la maison. Les étagères deviennent des fermes verticales. Une ancienne armoire à linge devient une pépinière de micro-pousses. Brocolis, radis, tournesol, de petites étincelles de nutrition au milieu de l'obscurité. Des seaux sombres, empilés dans des couloirs silencieux, créent des champignons qui nourrissent et guérissent. Des seaux qui germent dans l'obscurité, pendant que la ville pourrit à la lumière du jour. Et quand la viande disparaît des marchés et que la chasse devient un risque mortel, ce qui reste, c'est la graisse ancestrale. Le suif. La graisse animale fondue et conservée dans des bocaux, stockant l'énergie comme une banque invisible. Des milliers de calories par pot. Un héritage oublié, jusqu'à ce que la faim frappe à la porte. Mais l'effondrement n'est pas seulement physique, il est aussi thermique. La température devient l'ennemi. Sans énergie, votre maison se transforme, en four en été, en tombeau en hiver. Alors que tout le monde parle de panneaux solaires, peu comprennent le cœur de l'énergie. Le stockage, des batteries au lithium, fer phosphate, des connexions de 12 ou 24 volts, des réfrigérateurs sauvés de remorques abandonnées, des ventilateurs qui fonctionnent avec la lumière de la lune. L'énergie n'est pas dans la prise, elle est dans l'ingénierie invisible de la survie. Les générateurs bruyants sont des pièges, des attraits sonores pour le désespoir d'autrui. La sagesse est dans la routine silencieuse, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Juste assez pour charger, conserver, maintenir le minimum. Le reste, c'est de la stratégie. Du bois qui chauffe, des barils noirs qui accumulent la chaleur, et un vélo, connecté à un alternateur, transformant la sueur en watts. Mais tout cela, eau, nourriture, énergie, n'est que l'écorce. Le noyau, c'est la sécurité. Quand le monde s'effondre, la violence devient inévitable. Et ce qui semblait être votre maison est maintenant un territoire ennemi. On ne peut plus faire semblant. Les portes doivent être des tranchées, les fenêtres, des murailles invisibles, chaque arbuste du jardin, une barrière déguisée, chaque chemin de gravier, une alarme sonore. Mais ce n'est que le début. La première illusion de l'effondrement est de penser que le danger vient de l'extérieur. Mais la vérité la plus sombre, c'est qu'il vit déjà à l'intérieur de votre maison,
Et quand les lumières s'éteignent, tout ce qui était confort devient vulnérabilité. Le canapé devient un obstacle, la porte d'entrée une invitation. Et la structure même qui devrait protéger devient une preuve contre vous. Le Begin exige plus que du stock. Il exige une réinvention. Chaque coin de la maison doit se transformer. Et chaque objet doit avoir une fonction stratégique, où il sera un poids mort dans la chute. Le prochain symbole de l'effondrement est dans ce que vous ne voyez pas. L'air qui circule entre les pièces. Le silence qui précède l'attaque. Le mur qui semble sûr, mais qui ne protège rien. Toute défense commence dans l'illusion de la normalité. Des buissons d'épines plantés sous les fenêtres, beaux, fleuris, mais armés comme du fil barbelé naturel. Un jardin qui blesse. Un printemps qui coupe. Le mal ne s'annonce pas, mais trébuche sur ceux qui se préparent. Et si le danger vient avec des roues, l'entrée doit réagir avant que vous n'entendiez le moteur. Des sentiers de gravier blanc grinçant sous les pas. Des barres d'acier enfoncées sous le sol de l'entrée, dissimulées sous du gravier prêtes à déchirer les pneus. Rien qui crie forteresse, mais tout ce qui dit « n'entrez pas ». À l'intérieur, chaque porte doit être plus que du bois. Des portes solides, verrouillées avec de longues vis et des renforts invisibles. Les fenêtres, des films transparents qui ressemblent à de la décoration, jusqu'à ce que quelqu'un essaie de les briser et découvre la résistance de ceux qui ont choisi de survivre. La défense n'est pas un spectacle, c'est un rituel, c'est un silence armé. Mais et s'ils envahissent, et s'ils franchissent la première barrière? La réponse est dans la couche suivante, un abri à l'intérieur de l'abri, un placard converti en dernier réduit, une salle de bain intérieure avec du bois renforcé et une serrure cachée. Derrière les vêtements suspendus, la communication, les médicaments et, si nécessaire, la défense finale. Ce qui garantit votre survie, ce n'est pas la force, c'est le temps. Et chaque seconde gagnée avec la résistance vaut une vie. C'est pourquoi des yeux invisibles doivent surveiller le périmètre, des caméras cachées sous les avant-toits, des câbles enterrés, des écrans alimentés par des tablettes bon marché cachées dans l'abri. L'information est le pouvoir, mais seulement si elle ne vous expose pas. Et quand tout est armé, il manque encore le facteur humain. L'entraînement, les simulations, les répétitions nocturnes avec l'alarme incendie, sans lumière, sans scénario. Chaque enfant doit savoir où courir. Chaque mère doit savoir où se trouve le prochain abri. Parce que dans le chaos, celui qui réfléchit trop meurt. Mais l'effondrement est traître. Il n'attaque pas seulement avec la violence. Il affaiblit avec la maladie, avec la fièvre, avec une coupure infectée qui se transforme en sentence. Et c'est pourquoi le prochain élément de la survie est invisible, jusqu'à ce qu'il manque, la médecine. Imaginez une petite coupure, faite avec un couteau de cuisine qui s'infecte en 3 jours, sans hôpital, sans antibiotiques, sans secours. Maintenant, multipliez cela par 1 mois. Et une simple lésion devient une tragédie. C'est pourquoi chaque pièce doit contenir un kit. Petit, direct, mais présent. Les voitures, la cuisine, l'atelier, tous préparés pour la douleur qui arrive sans avertissement. Et si un membre de la famille avait été blessé? Où opérer? Une pièce avec un climat contrôlé. Une salle qui stocke non seulement des pansements, mais un bistouri. Des gants, des références imprimées, des connaissances stockées hors du nuage. Parce que dans l'effondrement, Google ne sauve pas. Les médicaments, stockés avec une étiquette visible, datés, séparés par mois et par utilisation. Chaque médicament, un pacte silencieux avec le temps. Et pour les plus avancés, pieds de porc et gants chirurgicales, entraînement avec un bistouri, couture sous pression, parce qu'à la fin, le seul médecin c'est vous, mais protéger le corps est inutile si le poison est dans l'environnement. L'ennemi invisible est dans les excréments. Et le prochain symbole de l'effondrement surgit avec force, les déchets. Sans collecte, les déchets deviennent la peste. Les rats apportent les puces. Les puces apportent la mort. La seule solution est la transformation. Les excréments séparés, séchés avec de la sueur, des seaux scellés, enterrés sous du plastique noir pendant 6 mois. Ensuite, de la nourriture pour le sol, la mort recyclée en vie. L'eau grise de l'évier n'est pas jetée, elle est filtrée, envoyée pour irriguer les arbres fruitiers, mais pour cela, le savon change. Le savon devient un choix de vie, biodégradable,
neutre, silencieux. Parce que même la mousse peut tuer. Les restes de viande deviennent du bouillon. Les os, enterrés avec des cendres. Ce qui nourrit la peste devient de l'engrais pour la subsistance. Le métal, une arme, le verre, du stockage, le plastique, une brique d'urgence. Le feu n'est pas toujours la solution. Brûler révèle votre position. L'odeur, la fumée, la lumière, et ce qui reste du feu, la cendre, devient de l'engrais. Mais elle doit vieillir, se neutraliser. Tout a un temps, tout a une fonction. La survie n'est pas une précipitation, c'est un processus. Mais le processus le plus fragile est le psychologique. Le bug-in ne teste pas seulement vos systèmes, il teste votre esprit. L'effondrement ne frappe pas à la porte, il entre par les pensées. Des jours identiques, des bruits qui ne cessent pas. La tension continue d'être toujours en alerte. Les familles entrent ensemble, mais beaucoup ne sortent pas entières. C'est pourquoi la santé mentale est le prochain élément. Des réunions quotidiennes, les yeux dans les yeux, la vérification émotionnelle, les tâches divisées, les fonctions rotatives. Tous doivent cuisiner, maintenir, surveiller, se reposer. La survie exige l'unité, et l'unité exige une structure mentale, une chambre intacte, sans crise, sans armes, sans ordre, juste de l'art, du son, de la distraction. Un sanctuaire à l'intérieur de l'enfer, un endroit où l'on peut se souvenir que l'on est encore humain. Les nouvelles, avec modération, seulement 2 fois par jour. La radio s'allume, capte, transmet. Ensuite, le silence. Le bruit continu détruit. La peur chronique paralyse. L'information sans filtre est un poison. Et pour maintenir l'espoir, le temps doit exister. Les phases de la lune, les dates marquées, les gâteaux d'anniversaire. Un peu de farine devient un souvenir. Un peu de musique devient de la lumière. Sans cela, la maison devient une cellule. Et le corps devient une coquille. Mais l'effondrement ne pardonne pas aux amateurs. Et le prochain piège est le désordre. Les petites maisons débordent avant l'effondrement. Imaginez avec des années de provisions. Sans ordre, tout se perd. Chaque centimètre cube devient de l'or. Les murs cachent des réservoirs. Le plafond soutient des vélos. Les étagères se multiplient. Et sous le sol, des racines froides de stockage. Comme des fourmis qui savent que l'hiver ne se termine plus. Les meubles deviennent des coffres forts. Les étagères cachent des fonds secrets. Les armoires abritent des céréales. Tout est déguisement. Tout est fonction. L'esthétique meurt pour que la fonction vive. Et ainsi, la maison devient un organisme, vivant, respirant, s'adaptant. Chaque objet, une veine. Chaque système, un poumon. Chaque habitude, une prière. Mais ce n'est pas encore fini. Ce qui tue vraiment, ce n'est pas le manque d'eau ni la nourriture rare. C'est l'ignorance travestie en confiance en soi. C'est le père qui dit « Nous sommes prêts » avec le garde-manger rempli de pâtes, mais sans savoir réparer une fuite. C'est la mère qui stocke des couches, mais ne sait pas gérer les infections. L'effondrement sépare ceux qui s'entraînent, de ceux qui décorent, ceux qui construisent, de ceux qui imitent. Et quand le système échoue, le théâtre de la préparation devient une tragédie domestique. Les derniers symboles de la survie sont là où presque personne ne regarde. Dans les détails, dans les cycles, dans les erreurs invisibles. Le prochain ennemi silencieux est le temps. La plupart croient que stocker est suffisant. Mais le stockage sans rotation est un mensonge emballé sous vide. Les provisions expirent, les aliments vieillissent, la confiance pourrit. Tout garde-manger doit avoir sa propre ligne du temps. Des étiquettes avec le mois et l'année. Des tableaux blancs avec des objectifs quotidiens d'utilisation. Des essais mensuels avec de la nourriture expirée, goûter, sentir, ajuster. Celui qui ne consomme pas ce qu'il stocke ne fait qu'alimenter les déchets. Et ces déchets, dans l'effondrement, tuent. Parce qu'il n'y a pas de camion pour emporter les erreurs. Maintenant, imaginez un scénario. Une boîte de haricots pourris oubliée pendant 3 ans. Un adolescent affamé décide de prendre le risque. Le lendemain, de la fièvre. Le 3e, du délire. Et il n'y a pas d'hôpital, ni d'ambulance,
Seulement une couverture en sueur et la douleur d'un père agenouillé implorant le pardon. Tout à cause d'une négligence. Une négligence qui semblait un détail. La survie n'accepte pas les distractions. L'avant-dernier élément de cette liste sacrée est la connaissance. Stocker des objets est rapide. Acquérir des compétences prend du temps. Et le temps est la seule chose que vous ne pouvez pas stocker. Des connaissances imprimées, plastifiées, enregistrées. Des livres physiques sur la médecine, les réparations, l'agriculture, la psychologie de crise. Des manuels sur des cartes plastifiées. Des vidéos enregistrées sur des clés USB. Et surtout, la pratique. S'entraîner à la bonne coupe, à la couture sous pression, à l'extraction de dents sur un bloc de mousse, à l'utilisation de la pince avec la main tremblant, la répétition les jours calmes, pour survivre les jours sombres. Et le plus important, enseigner. Celui qui meurt avec la connaissance tue ceux qui restent. Chaque membre de la famille doit connaître les bases. Chaque compétence doit avoir un héritier. Le survivant isolé n'est qu'un fantôme en construction. Enfin, le dernier symbole de la chute. Ce que personne ne veut admettre, ce que personne n'enseigne. La plus grande faiblesse de toutes, l'ego. L'effondrement ne se gagne pas avec l'arrogance, il se gagne avec l'humilité stratégique. Celui qui pense tout savoir a déjà perdu, parce que le monde change, le climat change, les voisins changent, la menace se transforme, et le plan fixe se brise comme du verre face au chaos. La préparation est un organisme vivant, elle respire, s'adapte, évolue. Ce qui fonctionnait il y a 2 mois peut échouer demain. Et seul celui qui teste, évalue, simule, corrige, survit vraiment. Au Texas, pendant la vague de froid de 2021, des milliers de personnes sont restées sans électricité pendant des jours. Des familles ont dormi enlacées à des bouteilles d'eau chaude, des enfants avec de l'hypothermie, des personnes âgées sans insuline. Ceux qui s'étaient préparés, plus ou moins, ont souffert comme tous les autres, parce qu'une préparation incomplète est un suicide différé. Et même ceux qui avaient des générateurs ont oublié l'essentiel. L'essence gèle, les tuyaux éclatent, la panique envahie par la fenêtre brisée. Mais dans certaines maisons, l'histoire a été différente. Là, l'eau a été chauffée avec du bois, la chaleur retenue dans des barils peints en noir, la nourriture conservée avec la fermentation. Les familles ont suivi une routine silencieuse, sans désespoir, parce qu'elles s'étaient entraînées pour cela, et elles ont survécu, avec dignité. Ce n'était pas de la chance, c'était des connaissances appliquées, entraînées, intégrées. Et ce qui différencie ces 2 destins, c'est ce que vous décidez de faire maintenant. Allez-vous attendre la prochaine sirène, ou allez-vous transformer votre maison en un organisme de résistance? L'ignorance a un prix, et dans l'effondrement, il vient toujours avec des intérêts. Le monde que vous connaissez disparaît en silence, pas avec des explosions, mais avec des arrêts, pas avec des invasions, mais avec des vides, pas avec des guerres déclarées, mais avec des systèmes qui s'éteignent sans avertissement. L'ennemi réel ne porte pas d'uniforme. Il porte l'ennui, la négligence, la procrastination, et quand il entre, vous ne le remarquez même pas. Le canapé où vous allongez aujourd'hui peut être le premier obstacle dans la fuite de demain. Le miroir de la salle de bain peut refléter le visage de quelqu'un qui ne sait plus qui il est. La cuisine pleine peut être vide dans 3 jours, sans que personne ne frappe à la porte pour expliquer. C'est ainsi que tout disparaît. D'abord, la lumière, ensuite, l'eau, puis la paix. Vous entendez des bruits différents la nuit, le son de pas, le son de la peur. Et puis vient le jour où l'on n'entend plus rien, ni les enfants, ni la circulation, ni l'espoir, seulement le grincement d'une chaise et le son de son propre cœur. Le bug-in n'est pas un choix de confort, c'est une décision de guerre. Une guerre sans tranchée, mais avec la faim. Sans bombe, mais avec des pertes. Sans tir, mais avec le silence. Et dans ce silence, vous découvrez qui vous êtes. Certains deviennent fous le 3e jour. D'autres renaissent. Le survivant n'est pas le plus fort, ni le plus intelligent. C'est celui qui respecte le temps, celui qui pratique dans l'anonymat, celui qui prépare sa maison comme si c'était la dernière chance, celui qui apprend à faire bouillir de l'eau comme s'il faisait de la chirurgie, celui qui transforme chaque étagère en une carte, chaque routine en un rituel, chaque repas
en un acte sacré, parce qu'à la fin, c'est ce qui reste, le rituel. Le rituel de garder, d'observer, de planifier, d'enseigner. Le rituel de s'asseoir à table et de diviser le dernier pain comme si c'était le premier. De regarder ses enfants et de savoir que vous ne les avez pas laissés tomber, que vous avez été le rempart, le gardien, le fou qui stockait des champignons quand personne ne croyait à l'obscurité. Mais maintenant, il est trop tard pour les doutes. La maison doit respirer, les systèmes doivent pulser, et le temps ne va pas attendre. Fermez les yeux et voyez une bougie allumée, protégée avec des mains tremblantes. Une grand-mère mettant le dernier pot de haricots dans une casserole en fer. Un père pédalant la nuit pour générer de la lumière. Un enfant lisant un livre à la lumière faible, souriant, parce qu'il y a encore des histoires, il y a encore de la chaleur, il y a encore une chance, mais seulement pour ceux qui ont compris l'avertissement, seulement pour ceux qui ont entendu le silence avant les cris. Maintenant, dites-moi, votre maison est-elle vivante, ou est-ce juste une carcasse attendant le vent? Aimez si vous avez compris l'alerte. Commentez si votre préparation a déjà commencé. Et partagez avec ceux qui dorment encore pendant que le monde se ferme.